juste avant d'appuyer sur le bouton de ta montre et de démarrer ton entraînement avec un super podcast dans les oreilles, eh bien je t'invite à aller faire un tour sur devenirtriathlète.com/livre. Tu vas pouvoir découvrir le livre Devenir triathlète que l'on a rédigé à 7 mains sous la direction d'Olivier de Scooter et dans lequel on t'explique comment devenir triathlète, comment progresser en triathlon et enfin comment performer en triathlon. Allez, on arrête de parler, c'est parti. Salut les sportifs, c'est Armano et je suis très heureux de vous recevoir pour un nouvel épisode du podcast Devenir triathlète. À mes côtés, comme d'habitude, il y a Olivier de Scooter. Salut Olivier. Salut Armano, salut à tous. Aujourd'hui, on va recevoir un triathlète plutôt sur du courte distance, mais à la vie bien chargée. Je veux parler de Jérémy Quindos. Salut Jérémy. Salut Armano, salut Olivier, salut à tous. Bon Jérémy, tu m'avouais quand on a commencé à échanger ensemble que tu connaissais déjà le podcast, donc tu sais comment ça va se passer. J'espère que t'es pas trop stressé à l'idée de répondre à nos questions. Non, j'ai découvert le podcast avec mon ami Tom Richard, donc si lui il y arrivait, je pense que je vais pouvoir y arriver aussi. Bon, il y a pas de raison. De toute façon, tu vas voir, on est cool, on essaye de mettre les gens bien dans l'ambiance. Et du coup, tu sais que la première question de notre podcast, elle est adressée à notre invité et on lui demande de se présenter. Donc dis-nous tout, qui est Jérémy Quindos ? Salut, moi c'est Jérémy Quindos, donc je suis triathlète élite depuis maintenant une quinzaine d'années. J'ai commencé le triathlon à l'âge de 17 ans. Puis j'ai progressé gentiment tout en faisant mes études en école d'ingénieur. Puis j'ai eu mon diplôme, j'ai commencé à travailler. Et puis à un moment, je me suis dit autant se lancer et ne faire que ça. Et puis ensuite, à partir de la crise Covid, j'ai ressenti le besoin de remettre un pied dans le monde du travail. Donc aujourd'hui, je jongle entre, une vie de triathlète à 100% et on rajoute quelques pourcentages pour travailler quand même un petit peu à côté. Toi, tu fais partie de ceux qui arrivent à remplir leur vie avec plus que 100% d'activité ? Voilà, c'est ça, on essaye de faire plusieurs choses à la fois. Des fois, ça marche pas trop, mais on essaye de faire au mieux. Bon, après, on va se réconforter en se disant que le triathlon, de toute façon, même si tu le fais à 100%, ça reste une passion. Donc, c'est pas comme si c'était un job où tu étais obligé de faire à 9 to 5 tous les jours avec un patron au-dessus de toi. Ouais, exactement. On va dire que le patron, ça reste quand même le coach. Et puis nous, on est l'exécutant. Mais non, par contre, c'est pas un 9 to 5, mais c'est un 24/24. Donc, c'est un 24/7 plutôt. Donc, voilà, c'est 24 sur 24, 7 jours sur 7, pour notre projet. Donc, c'est quand même prenant. Alors tu parles de notre projet, on pourra y revenir tout à l'heure, ce que tu mets dans le notre projet, entre guillemets. Peut-être déjà tu nous dis que ça fait une quinzaine d'années que tu es triathlète professionnel. Je me suis laissé dire aussi que tu étais réserviste de l'armée française et donc que tu concours aussi dans la catégorie des triathlètes militaires. Tu peux revenir avec nous sur tes débuts dans le triathlon et accessoirement comment est-ce que tu as rejoint l'armée ? Donc mes débuts dans le triathlon, j'ai commencé quand j'étais en terminale. Donc j'ai rejoint le club de Poissy puisque je suis né à Poissy et j'ai vécu toute ma vie à Poissy. Donc pour moi c'était un petit peu une évidence. Le club marchait vraiment fort, il y avait du monde, donc c'était vraiment les années découvertes. J'ai trouvé ça vraiment génial. Comme le disait Tom au début, on y va progressivement et puis en fait on se fait des super amis, on progresse assez rapidement et puis on est pris dans la passion du triathlon. Après, l'armée c'est venu quand même beaucoup plus tard. J'ai été approché par Nicolas Sanjuan qui m'a proposé juste après la crise Covid de rejoindre l'armée en tant que réserviste parce que lui il avait besoin de main d'œuvre, on va dire, pour gagner les championnats du monde militaires par équipe et rejoindre notamment Aurélien Raphaël qui est lui dans l'armée depuis je pense une quinzaine d'années. Bon, donc tu côtoies les meilleurs, pas uniquement dans le triathlon, mais aussi avec les armes ? Sur des championnats du monde militaire, il y a deux championnats assez distincts. On va dire il y a les championnats avec les élites, où c'est la majorité des gens qui sont détachés et qui sont, on va dire, triathlètes professionnels. On a Aurélien Raphaël, on a Pierre Lecor, il peut y avoir Dorian Coninx ou d'autres. Et ensuite, il y a ceux vraiment qui sont dans l'armée, qui sont pas détachés, et eux, on va dire, qui courent plutôt en amateur. Donc il y a une deuxième course, et ensuite il y a un classement élite et un classement amateur. C'est un peu dans la vie non militaire, dans la vie civile, l'équivalent des élites et des groupes d'âge. Voilà, c'est un petit peu ça, sauf que là on est vraiment dans le monde militaire et on est bien sur deux courses distinctes et non pas sur des rolling start, on est sur deux courses distinctes. Pour rester un tout petit peu sur la partie militaire, toi en tant que réserviste de l'armée française, qu'est-ce que ça veut dire, qu'est-ce que ça implique pour toi ? Alors moi ça veut dire que je peux servir mon pays
en tant que réserviste. Donc ça veut dire que si mon pays a besoin de moi pour une mission, je suis en capacité de l'accepter ou de la refuser. Il faut que les deux parties soient d'accord. Et en l'occurrence, moi, on me convoque pour mes qualités triathlétiques. Donc, c'est plutôt pour des stages de triathlon dans l'armée, un championnat de France ou, en l'occurrence, des championnats du monde. D'un point de vue rémunération, ça implique aussi quelque chose? Est-ce que l'armée te verse quelque chose ou toi, tu y vas juste pour servir le drapeau? Alors pour ma part, on n'est pas sur un détachement, donc voilà, il y a d'autres athlètes plus forts que moi qui sont eux au sein de l'armée, qui ont un salaire et qui sont détachés pour pratiquer et s'entraîner au quotidien. Donc eux, ils ont un salaire. Être réserviste, ça veut dire que voilà, on remplit un certain nombre de jours par rapport à la mission qui nous est confiée. Et on a une petite rémunération par rapport au nombre de jours où on a servi. Bon, ça permet de mettre un peu plus le contexte et on comprend bien que tu sois réserviste de l'armée française spécialisée pour représenter la France dans les championnats nationaux et internationaux en triathlon, l'argent n'est pas la principale de tes motivations. Là, on parle vraiment du sport et de servir un peu le drapeau. Voilà, exactement. Non, c'est vraiment pas une motivation pécuniaire. Je pense que voilà, c'est une motivation de représenter son pays, de représenter l'équipe de France sur un championnat du monde militaire. Donc pour moi, c'est une fierté, c'est aussi une opportunité de courir contre les meilleurs mondiaux. Et l'aspect pécunier, c'est pas dans le triathlon où on peut faire de l'argent comme pas possible. Enfin, moi, j'ai un diplôme d'ingénieur, je gagnerais bien mieux à juste exercer mon métier sur un 9 to 5 comme tu dis. Tu me disais donc que tu as commencé le triathlon il y a une quinzaine d'années. J'ai vu très récemment passer sur ton profil Insta la petite comparaison entre ta première compétition et l'une de tes dernières. Tu reviens avec nous rapidement sur cette image, si tu vois celle dont je veux parler? Ouais, exactement. C'était pas ma première compétition, c'était vraiment, on va dire, ma première compétition à haut niveau. Donc sur le Grand Prix français. Donc le Grand Prix français, c'est quoi? C'est le championnat de France des clubs de première division où on a les 16 meilleures équipes françaises qui concourent pour un titre et cela sur 5 étapes. Donc c'est très relevé parce que chaque équipe recrute des athlètes internationaux, comme on peut voir dans le football au PSG avec Neymar, avec Mbappé, avec les meilleurs footballeurs mondiaux. En triathlon, c'est pareil. On a Poissy, les Sables-Vendée, Liévin, Saint-Jean-de-Mont, et on a vraiment des grosses pointures. Il y a les meilleurs mondiaux, que ce soit nos Français, Dorian Coninx, Léo Bergère, mais aussi les étrangers, Alexis, Hayden Wild, etc. Donc on a vraiment l'opportunité de se frotter à ce qui se fait de mieux dans le monde. Et tout ça chez nous. Donc moi c'était ma première expérience à Paris, à l'hippodrome de Longchamp en 2009. Je pense que j'avais un niveau pas trop mal, mais j'ai quand même fini dernier parce que j'avais un énorme manque d'expérience. J'ai fait des grosses erreurs. Il y avait le stress, on va dire, que ce soit ma première grosse compétition. Et puis le fait aussi de concourir presque à domicile avec tous mes amis, ma famille qui sont venus me voir. Donc ça rajoute un petit stress en plus. Et quand on veut trop bien faire, malheureusement, on se déconcentre et on fait pas bien du tout. Donc moi, j'ai fini dernier pour l'anecdote. Et voilà. Et cette année 2023, donc quasiment 15 ans plus tard, je fais ma meilleure performance. Je fais un top 5 sur le Grand Prix avec des très gros noms du triathlon comme Mario Mola ou Pierre Lecor. Donc pour moi, j'ai pas gagné la course, mais c'était quand même un super accomplissement. Génial, c'était une victoire en soi. Et quand tu dis que t'as fait des erreurs, c'était quoi? Je vais pas revenir dans les détails, mais on va dire la plus grosse erreur, c'était de pas avoir bien repéré l'aire de transition. Et on est à peu près, je dirais 80 au départ. En tout cas, à l'époque, on était 80. Maintenant, il y a un peu plus de monde. Je sors à peu près 30e de l'eau, 30-35. Donc j'étais vraiment, on va dire, dans le cœur du peloton. Et il y avait combien de participants au total? À peu près 80 à l'époque. Ok, donc t'étais dans la première moitié. Exactement, j'étais presque dans le premier tiers, donc j'étais vraiment bien placé, j'avais fait une super natation.
Et puis en fait, j'ai pas bien repéré le parc. J'avais posé mon vélo, voilà, à une extrémité du parc, puisque moi je courais en athlète supplémentaire donc on peut aligner, les équipes peuvent aligner des athlètes de moins de 23 ans pour qu'ils puissent apprendre au contact des meilleurs. Donc moi je faisais pas partie de l'équipe de Poissy à ce moment-là. J'étais plutôt, on va dire, le réserviste, quoi. Mais je compte pas en termes de classement, mais par contre voilà, je peux apprendre au contact des meilleurs en faisant la course. Et en fait, ces athlètes supplémentaires, on est vraiment situé à l'entrée du parc à vélo. Et à l'époque, Poissy était dans les leaders, donc eux, ils étaient vraiment à l'opposé. Et moi, comme un idiot, j'ai suivi les gars de mon équipe, vu que j'étais sorti avec eux de l'eau. Puis arrivé dans le box de Poissy, en fait, je me suis souvenu qu'il n'y avait pas mon vélo, qu'il fallait retraverser tout le parc et aller récupérer mon vélo à l'entrée. Donc voilà. En évitant de faire un frontal avec les mecs qui débarquaient à balle derrière. Exactement. Donc bon, c'est un peu flou dans ma tête puisque ça fait quand même une quinzaine d'années, mais je me souviens avoir un petit peu zigzagué, m'être fait un petit peu engueuler par les athlètes parce que du coup je faisais un petit peu n'importe quoi. Je zigzaguais entre les gens et puis voilà, ça va à 100 à l'heure. Hein. C'est une épreuve, c'est du sprint. Ça va à 100 à l'heure et puis moi je suis à contresens. Les gars ont un vélo à la main, ils sont à moitié en train de mettre leurs lunettes de soleil en les retirant du casque et en courant. Donc ouais, voilà, je sais pas comment on a fait, mais j'ai évité la collision. J'ai récupéré mon vélo, je suis reparti avec on va dire, c'est même pas le dernier tiers, hein, c'est le dernier dixième de la course. Et puis puisque oui, on sort tous à la queue leu, hein, le niveau est très très dense. Donc voilà, et puis ensuite je me suis retrouvé dans... Et juste remettons peut-être un peu le contexte, hein. Donc là on parle d'un sprint. Exactement. Donc pour rappeler aussi un petit peu les distances et surtout le timing, on parle d'une course qui fait un peu moins d'une heure, où il y a 500 mètres de natation, 20 km de vélo et 5 km à pied. C'est ça, il y a 750 mètres de natation, donc 750 du coup. Okay. Donc ça fait voilà, pour les meilleurs, ça nageait à peu près en 8 minutes, entre 8 et 9 minutes. Ensuite, il y a quoi ? Il y a 1 minute de transition à tout casser et ensuite ça part à fond sur l'hippodrome de Longchamp. Je crois qu'il y avait même moins de 20 km puisque voilà, pour faire des boucles, je sais plus combien il y avait de tours, mais c'était très très rapide. Ça, je sais même plus la moyenne, mais enfin c'était fou. Et donc voilà, moi je repars avec le dernier dixième de la course. Faut savoir que si et sachant que le drafting est autorisé. Le drafting est autorisé. C'est quand même un élément important. Exactement. Et moi ça m'arrangeait vachement puisque ça faisait à peine un an que je faisais du triathlon, donc on va dire que j'étais vraiment dans les moins bons à vélo. Et donc moi le drafting ça m'arrangeait pas mal et ça m'a un petit peu sauvé puisque je suis quand même reparti avec du monde et puis on a réussi à ne pas se faire rattraper, donc laper par la tête de course puisque la boucle il me semble qu'elle fait un peu moins de 4 km et il y a là, j'avais 3 en tête, 3,8 je crois ou 3,7 quelque chose, donc un peu moins de 4. Ouais, okay. Du coup, la tête de course nous avait pas rattrapé, mais je sais qu'il y a une dizaine d'athlètes qui s'étaient fait rattraper. Donc eux, ils ont été sortis de la course, ils ont été éliminés, ils ont pas pu terminer. Et ensuite, dans le groupe d'une quinzaine avec qui j'ai posé, je suis parti en course à pied. Il restait 2-3 gars derrière moi et en fait, ces mecs-là ont abandonné. Donc je me suis retrouvé dans le dernier kilomètre. J'ai regardé la tête et j'ai vu le vélo de fin de course. Donc pour l'anecdote, je me suis fait charrier par tout le club et par tous mes potes, comme quoi j'avais fait dernier. Mais bon, après voilà, je pense que moi, ça me fait rire. J'ai fait pas mal d'erreurs. J'avais zéro expérience à ce niveau-là. Et puis maintenant, je me dis que voilà, certes, je suis un petit peu plus fort, mais ce qui me fait vraiment marcher, c'est l'expérience. Il faut quand même juste préciser que tu étais peut-être arrivé dernier, mais t'es arrivé. Il y en a une dizaine qui se sont fait laper en vélo et il y en a quelques-uns qui sont pas partis en course à pied. Donc toi, au moins, t'as été jusqu'au bout. Ouais, c'est ça. C'était ma fierté. De toute façon, on savait, il fallait aller au bout. Hein. Si on voulait faire le prochain Grand Prix, il fallait montrer que voilà, on était capable au moins de le terminer et que voilà, on avait un mental et que s'ils nous payaient le déplacement, l'hôtel, l'inscription, c'était pas pour rien. Donc voilà, on était fallait être un guerrier, quoi. Même si tu terminais dernier, t'étais le moins bon des guerriers, mais t'étais un guerrier. T'es pas mort sur le champ de bataille, c'est l'important. Exactement. Première vraie expérience en Grand Prix, beaucoup d'erreurs, beaucoup d'apprentissage. Comment est-ce que tu as transformé ce premier entre guillemets échec justement pour les saisons qui ont suivi et où est-ce que ça t'a amené tout ça ?
Moi je sais pas si c'est mon esprit d'ingénieur ou quoi, mais moi j'aime bien poser les choses, donc je sais que je me fais souvent une petite liste de pour et de contre, à savoir ce que j'ai bien fait sur la course, ce que j'ai mal fait, et ensuite voilà, j'en discutais avec le coach de l'époque, ou des fois je me le fais tout seul pour avoir un regard objectif. Et pour l'anecdote, il y avait un Grand Prix 2-3 semaines après la fin de saison à la Baule, donc c'était en 2009. Et du coup il m'avait remis sur le Grand Prix 3 semaines après, et j'avais réussi à laisser entre 15 et 20 personnes derrière moi. Donc j'avais pas progressé en 2 semaines, mais voilà, avec l'expérience, on fait beaucoup mieux quoi en l'espace de 2-3 semaines. Donc ça m'a beaucoup servi, et faut avoir un regard objectif, faut écouter ce qu'on nous dit, et il faut pas être trop arrogant en se disant je suis là, je suis avec tous les forts donc je suis un fort. Il faut savoir toujours se remettre en question, et savoir analyser froidement les erreurs qu'on fait pendant la course, même avant. Le plus souvent on fait des erreurs avant la course, ce qui nous coûte cher pendant la course, mais voilà. Tu nous dis même avant, on fait des erreurs. Alors pendant la course, on a compris, et je pense qu'on a bien en tête, et ainsi que nos auditrices et nos auditeurs, quel type d'erreur on peut faire pendant. Tu penses à quoi quand tu penses aux erreurs qu'on peut faire avant? Et j'imagine qu'on peut aussi en faire après. Mais ça, après, tu prends des débits pour les courses suivantes. Mais déjà, avant, tu pensais à quoi comme erreur? Déjà, je vais rebondir à ce que tu me dis. Si tu en fais après, en fait, c'est le avant de ta prochaine course. Tu vois, donc déjà on rebondit là-dessus, mais non, des erreurs qu'on peut en faire avant, on fera beaucoup plus, puisque pendant la course, ça dépend quel type de course tu fais. Moi, si je fais un sprint qui dure 1 heure ou un olympique qui dure à peu près 2 heures, t'as des gens qui font de l'Ironman, qui sont à peu près sur 10-12 heures d'effort. Eux, ils ont le temps d'en faire, mais t'as tellement le temps d'en faire encore plus en amont, que ce soit les semaines qui précèdent, soit l'entraînement, que ce soit les jours d'avant sur ton déplacement, sur l'organisation, ton organisation à l'approche de la compétition, les dernières séances de rappel que tu te fais ou que tu ne te fais pas, ta stratégie de course. Quand tu l'élabores, peut-être que tu fais des bêtises, que t'as pas un quart objectif sur la course, le choix de ton matériel, etc. Donc voilà, moi avec l'expérience, je sais que j'ai acquis, on va dire, des process et des bonnes pratiques que je mets en place, en amont de mes courses, pour me dire sur la ligne de départ, voilà, je pouvais pas faire mieux. Maintenant, advienne que pourra, je ne maîtrise pas ce qui va se passer pendant la course, mais je vais donner le meilleur de moi-même. Et en général, on a mis toutes les chances de notre côté avant la course. C'est super important, ça, et même dans ta tête aussi, de te dire que, en fait, si tu commences ta course en te disant, en commençant par culpabiliser et te dire, en fait, je me suis pas assez entraîné, j'ai pas bien fait ça, j'aurais dû faire autrement, t'es déjà mal parti, quoi. Un des volets les plus importants, c'est la confiance. Si tu fais tout bien en amont, et que tu sais que t'as répété un process plusieurs fois, que ça a marché, et que tu es dans la même démarche, t'arrives sur la ligne de départ, t'as une confiance en toi qui est énorme, et franchement, à part des faits de course, il peut rien t'arriver. T'as confiance en toi, t'as confiance en ton matériel, et puis t'as une force mentale qui est décuplée quand t'as confiance. J'imagine que cette confiance aussi, elle évolue avec le temps. Toi, ce premier Grand Prix que t'as fait en 2009, ça t'a affecté ta confiance en toi à ce moment-là, ou bien tu t'es juste dit tant pis, je suis déjà content de pas être mort au combat? Ouais, c'était un mix de plusieurs émotions, ça remonte, donc franchement j'ai du mal à me remémorer exactement, mais je sais que durant ces années-là, les premières années, je suis passé par plusieurs phases. Une phase de perte de confiance, voilà, j'ai fait dernier, il y a des gens qui se moquaient un petit peu méchamment, il y a des gens qui me taquinaient gentiment, et d'autres qui me disaient que c'était déjà super d'être au départ et d'avoir fini la course. Après il y a eu cette phase un petit peu d'arrogance, où on sait pourquoi on a fait l'erreur, donc on se dit non, en vrai je vaux tellement mieux que ça. Sauf qu'en fait, le tellement, il faut le mesurer, parce que entre je vaux tellement mieux de ça et de se dire on va gagner 50 places, non, pas exactement. Donc j'ai eu différentes phases de maturité, on va dire, perte de confiance, trop d'arrogance, puis reperte de confiance, etc. Donc je pense que maintenant, avec toutes les années, j'arrive à avoir un équilibre un petit peu bon entre j'arrive à évoluer où je suis bon et où je suis pas bon. Et en général, quand je fais des pronos sur ma course, je vais pas dire en termes de place, mais en termes de
plutôt de chrono et tout. Je me connais plutôt bien et j'arrive à cibler ce que je vais pouvoir faire. Je voulais revenir avec toi sur ce que tu disais. Le podcast s'appelle Devenir triathlète. Notre objectif, c'est aussi de partager les bons tuyaux, les bons tips avec notre audience. Tu nous disais que tu as mis en place des process, un protocole. Tu as répété tout ça. Maintenant, quand tu arrives sur les courses, en général, tu es prêt, tu le sais, et tu gagnes en confiance, et donc tu peux t'exprimer comme tu veux pendant la course. Bah écoute, il te reste plus qu'à nous partager un petit peu tout ça, ton protocole, ton process, tout ce que tu as mis en place ces dernières années pour arriver confiant, frais et faire un top 5 sur un Grand Prix. Ouais, exactement. Bah, écoute, ça, c'est vraiment le fruit d'une expérience, d'une réflexion, et puis de tests, puisque on teste tout à l'entraînement, on teste même sur des compétitions de préparation. Bah, moi, comme tu le sais, je te l'ai dit, j'ai lancé une nouvelle activité qui s'appelle Consulterie, et où je permets, on va dire, à tout le monde d'avoir accès à mon expérience, à mon expertise du triathlon et à ses process. Après, je peux te le faire, on va dire, plus rapidement, où bah voilà, j'ai des process, on va dire, quand je m'inscris à une compétition, j'essaye de cibler un petit peu les spécificités de cette compétition pour me dire, ok, bah voilà quel type de matériel je vais choisir. Ensuite, me dire, ok, voilà quelle compétition c'est, quelle stratégie je vais pouvoir adopter, quelles sont mes forces, mes faiblesses, et puis je vais adopter ma stratégie en fonction de cela. Je vais me faire plusieurs scénarios possibles sans forcément trop m'y attacher, puisque voilà, on sait jamais de quoi la course est faite, surtout sur des courses avec drafting où il y a des dynamiques de course où t'es juste une fourmi parmi toute la meute, donc tu ne peux pas peser assez sur la course en fonction du niveau, bien sûr. Et ensuite, voilà, il y a des aspects de bonne pratique, tout ce qui est organisation, déplacement, anticipation, et puis même savoir qu'est-ce qu'il faut travailler les semaines, les mois avant cette course cible pour pouvoir répondre présent à des attaques, à des exigences de la course. S'il y a beaucoup de virages, voilà, il va falloir faire un travail technique en amont sur le vélo, ou si ça monte, bah pourquoi pas faire un stage en montagne. Donc voilà, il y a plusieurs actions à mettre en place des mois avant, comme quelques heures avant la course. On en parlait avec Bastien Caringoff récemment sur le podcast qui disait ouais, bah le stage en fait c'est bien, c'est une bonne chose, mais c'est du fine tuning. Donc c'est vraiment quelque chose qui va venir être la cerise sur le gâteau entre guillemets, mais que c'était pas fondamental dans une préparation. Est-ce que toi t'es du même avis ou pas ? Ça dépend le type de course que tu prépares. J'imagine que si tu es en Ile-de-France, que tu travailles 9 to 5 et que tu vas rouler tous les jours à Longchamp, si tu prépares l'Ambraman, ça risque d'être un petit peu compliqué. Alors que si tu peux te permettre de faire un stage en montagne pour voilà expérimenter ce que c'est un col qui va durer 1 heure, bah ça risque... tu risques, on va dire, de prendre de l'expérience pendant ton stage, en fait. De se dire, ah ouais, en fait, si la course avait été tout de suite et que je l'avais pas fait ce col-là, bah en fait, j'aurais explosé à la moitié parce que je suis parti beaucoup trop vite. Je me connais pas bien. Les watts que je développe sur le plat, c'est pas les mêmes qu'en montée. Et puis après, voilà, il y a la spécificité des lacets aussi. Tu vois comment c'est fait un lacet. T'as un replat, ensuite c'est raide, ensuite t'as un replat, et des fois c'est l'inverse. Des fois c'est raide, le lacet il est en replat, et ensuite ça part très très raide. Et c'est des exigences. Si tu t'y fais pas un petit peu à l'avance, tu peux être surpris sur la course et tu sais pas comment ton corps va réagir puisque tu ne l'as pas fait en amont. C'est intéressant ce que tu dis. Mais donc du coup, pour résumer, le stage, pour toi, c'est avant tout une manière de te préparer à du spécifique. Typiquement, voilà, tu dois faire de l'altitude parce que tu prépares l'Ambraman. Bon bah oui, effectivement, tu habites à Paris, c'est compliqué. Bon, tu peux aller en Vallée de la Chevreuse, mais bon, c'est pas la même chose que les Alpes. Et donc du coup, pour toi, c'est principalement du spécifique. Les stages, ça peut être différents types de buts. Et tu peux avoir un stage, on va dire hivernal, où tu pars un petit peu au soleil, tu poses des vacances pour voilà faire plus de volume parce que tu travailles à côté. Et bah le matin, avant d'aller travailler, tu peux nager que 45 minutes sur le créneau de ton club. Il y a souvent pas d'horaire public. Ou alors tu y vas le soir, mais c'est blindé, tu peux pas t'appliquer comme tu veux. Partir en stage aussi, c'est partir dans un endroit où tu as des conditions qui sont quand même bien meilleures que ce que tu as l'habitude d'avoir dans ton quotidien. Donc ça te permet aussi de travailler plus, différemment,
avec du monde autour, donc partager ton expérience, récolter aussi l'expérience des gens. Ça peut te faire passer des caps, que ce soit techniquement en natation ou même sur des compétitions. Après, t'as des stages en altitude où là, t'es vraiment plus sur, je vais faire des globules et je vise mon pic de forme à la redescente 3 jours après ou une semaine après, etc. en fonction de comment tu te prépares là-haut. Et puis après, voilà, t'as des stages vraiment spécifiques où tu dis, je vais faire du D+, parce que je prépare en brun. Donc, t'as différents types de stages. T'as le stage juste pour progresser dans une discipline, axé natation avec un coach de natte où tu nages 2 fois par jour parce que faut absolument que tu passes un cap. T'as celui où tu fais des globules et t'as celui où tu fais du spécifique pour préparer ta course. Et puis tu as celui où tu vas juste changer d'ambiance, d'environnement et tu vas justement pouvoir couper avec le boulot, voire, allez, disons-le, peut-être la famille et les amis pour te concentrer absolument sur ton sport. Ouais, c'est ce qu'on appelle le stage vacances. Moi, j'en ai déjà fait aussi avec d'autres athlètes. Avec Tom Richard que vous avez vu sur le podcast. Maintenant, on est triathlète élite, mais il y a une époque où on était plus jeune. On partait l'été, on partait en brun d'ailleurs. On est parti en brun. 2 semaines. On a pris une petite location entre nous et puis on n'avait pas spécialement de programme. On était sur un stage vacances où on changeait de paysage, on changeait de décor. On rejoignait des amis et puis en fait on passait 2 semaines où on faisait des activités, on s'entraînait un peu à côté et en fait tu gardes la patte dans le triathlon, t'échanges en termes d'expérience et puis tu t'amuses, tu vois autre chose et ouais, comme je dis, c'est les vacances quoi, quasiment. Oui, c'est des vraies vacances quoi. Des vraies vacances maintenant pour moi c'est je pars loin, je laisse mon vélo à la maison, le maillot et les chaussures et je fais tout sauf du triathlon, mais bon voilà quand mais tout dépend effectivement. Enfin voilà, je crois qu'on a chacun notre définition des vraies vacances, mais pour moi tu me dis pose-toi sur un transat au bord de la piscine pendant une semaine, moi je deviens dingue, tu vois. Enfin je veux dire, pour moi des vacances c'est faire ce que j'aime quoi, et faire ce que j'aime c'est être sur mon vélo, c'est pouvoir aller courir, faire du trail, enfin tu vois, c'est ça les vacances. Exactement. Ça dépend le prisme de l'individu, mais toi tu dis ça parce que t'as un travail fixe et tout ce que tu restes c'est t'échapper et aller t'entraîner, et c'est exactement ce que je voulais à cette période-là où on est parti en brun, puisque moi je travaille à côté. Donc j'ai adoré ce stage vacances, mais maintenant que je fais tout ça toute l'année, que je mange triathlon, je dors triathlon et que je fais du triathlon tout le temps, pour moi des vacances c'est vraiment déconnecté du triathlon. Donc tout dépend du prisme, mais c'est toujours fun. Ouais, on est d'accord, effectivement. Tiens, je reviens sur un truc assez précis que tu as dit. Quand tu montes un col, tu as donc dans les épingles, dans les virages, tu as effectivement souvent un virage un petit peu plus pentu, puis un replat, et il y a une technique pour monter ça en termes de watts, pour essayer de rester régulier, de se lever dans les virages, de pas se lever. Enfin, tu conseilles quoi, toi? Moi, je conseille d'y aller et de tester plusieurs choses et de voir où on est le plus à l'aise. C'est comme si tu me demandais, est-ce qu'il faut courir sur l'avant du pied, est-ce qu'il faut courir talon? En fait, je pense que chacun a son aise, et il faut tester, voir quelle technique nous avantage le mieux, nous arrange le mieux, où on se sent le plus à l'aise. Moi personnellement, tu vois, un changement, on va dire, de dénivelé dans un virage comme ça me fait juste changer ma cadence de pédalage, mais j'essaye plus ou moins de garder les mêmes watts pour rester, on va dire, à la même intensité de montée. T'en as qui aiment bien se lever et relancer un petit peu et puis se rasseoir. Voilà, moi je suis pas du tout de cette école-là, parce que j'aime bien que ce soit régulier, contrôlé, etc. Mais on est tous différents, donc je pense que je peux pas avoir un conseil universel, mais plutôt tester, vous verrez ce qui vous réussit le mieux. Ok, je te demande parce que je m'étais jamais posé la question avant même que tu en parles, tu vois, et je me dis ouais, c'est vrai qu'en fait tu pourrais avoir une stratégie de relance dans les virages dans l'école, donc voilà. Regarde. Maintenant c'est vrai que ouais. J'allais dire, regarde sur le Tour de France, tu prends quelqu'un qui est parti en échappée, qu'il monte au train et qui garde plus ou moins les mêmes watts tout le temps. Il est lancé, et derrière, on va dire, t'en as qui se regardent, un coup ils relancent, ils se remettent en danseuse, ils se rassoient. Lequel tu penses être le plus efficace? Moi, je pense que c'est quand t'es en mode contre-la-montre. Donc,
Donc moi je suis plutôt team échappé, on reste focus sur les watts et on essaye de garder le même rythme tout le temps. Parce que quand tu te mets en danseuse, souvent t'augmentes de 150 watts la puissance développée, et quand tu te rassois, malheureusement tu la redescends en dessous de ta moyenne. Du coup ça veut dire qu'il faut que tu refasses un petit effort pour te rééquilibrer, tu vois. Donc moi j'aime pas trop ces variations de rythme, mais je sais qu'il y en a qui adorent ça et qui se feraient chier à faire toujours les mêmes watts pendant 1 heure. Donc ça dépend ce que tu aimes et de quoi tu as besoin. Dans ces virages aussi qui sont parfois très serrés, en général tu prends ton virage très serré, ce sera plus raide. Tu le prends un peu plus large, ça le sera moins, mais tu feras des mètres en plus. Moi, systématiquement, je le prends le plus serré possible. Et bon, parfois, c'est des grosses codes, effectivement. Est-ce que c'est malin, ça? Ou est-ce que c'est pas mieux, en fait, de garder un peu son élan et d'allonger un peu ton virage pour garder plus de vitesse? Voilà, je t'avoue que je pense qu'il faudrait demander à un spécialiste en mathématiques physiques, mais je sais pas trop. Franchement, c'est assez particulier. Ça doit dépendre un petit peu de s'il y a du vent, à quelle allure t'es lancé, etc. Moi, je serais plus du team, je le prends au milieu, comme ça, je garde un pédalage constant, mais je me prends pas une grosse patate d'un coup. Ouais. Donc voilà, ça dépend. Plutôt conservateur, quoi. On sent quand même bien le biais de l'ingénieur. Ouais, je suis pas assez expert là-dessus. J'analyse, je teste, j'en sors des conclusions, et puis j'adapte aussi bien l'entraînement que la compétition. Tu parlais rapidement tout à l'heure des watts. Est-ce que sur des courses aussi rapides que des sprints, des super sprints, des manches de Grand Prix, vous avez beaucoup de matos, ou au contraire c'est tout à la sensation? Parce que sur le vélo, sur une manche de Grand Prix, t'es 25, 30 minutes? Pas plus? Ouais, c'est ça. Le vélo dure à peu près 30 minutes. Ça fait du 40 à l'heure. Donc, ça peut paraître assez lent, mais il faut tenir compte que le Grand Prix se fait souvent sur des parcours urbains, donc c'est assez technique. Et c'est pas, on va dire, un aller-retour. Quand c'est des allers-retours, ça roule au moins à 45. Mais voilà, c'est quand même 30 minutes. Pour les instruments de mesure, je t'avoue qu'en natation, on n'en a rien à faire. C'est vraiment... c'est la guerre en natation sur des formats comme ça. Tout le monde a le même niveau, la bouée est assez proche, donc on y arrive tous en même temps. Et ensuite, c'est que de la débrouillardise. On essaye de pas trop se couler, pas trop se mettre de coups, mais on veut quand même passer en premier. Donc voilà, tu vois un petit peu la problématique. Donc voilà, la natation c'est vraiment la guerre. Ensuite la transition, c'est sauf qui peut. Et ensuite quand t'es sur le vélo, l'instrument qu'on utilise, c'est le capteur de puissance. Le capteur de vitesse, franchement, la vitesse c'est une donnée qu'on regarde à la fin sur Strava quand on a synchronisé. Mais c'est pas important. Le plus important, c'est quoi? C'est de savoir où est-ce que tu es dans la course. Est-ce que tu es avec la tête de course? Est-ce que tu es à 20 secondes, etc. Moi, si je pose le vélo et que j'ai fait 200 watts, mais que je pose avec la tête, c'est pas grave. Je me dis, je serai plus en forme pour courir rapidement. Alors que si tu fais, je dis une bêtise, mais 400 watts pendant 30 minutes, pour moi, c'est des chiffres hors normes. Mais et que tu poses le vélo et que t'es dernier, en fait tu restes dernier, tu vois ce que je veux dire, genre c'est voilà, le but du jeu c'est d'être premier, c'est pas d'avoir les meilleures données de watts, les meilleures données de vitesse, c'est vraiment d'être premier ou d'être dans les premiers, quoi. Enfin, en tout cas c'est mon but. Ouais, ça je pense qu'on comprend bien, mais la question elle était plus orientée justement, est-ce que ça te permet de contrôler et est-ce que tu prends le temps de contrôler? Comme tu le dis, si tu fais les 20 km avec la tête de course à 200 watts, tant mieux, tu seras plus frais pour la course à pied. En revanche, si t'en as un qui met une patate dans le groupe et puis qui commence à accélérer et que vous êtes déjà à 250 ou 300 watts, est-ce que tu vas suivre ou est-ce que d'abord tu vas jeter un œil sur tes appareils de mesure, en l'occurrence ton compteur, et te dire là on va peut-être le laisser partir et puis on le reprendra plutôt sur la course à pied. Alors, encore une fois, tu vas certainement nous dire que ça dépend des gens, ça dépend des courses, ça dépend des configurations, mais toi, dans une course idéale, tu pars, tu mets un coup de pétard avec les autres ou au contraire, tu restes sur ta stratégie et puis tu essayes de tenir pour rattraper après en course à pied? Ouais, excuse-moi, j'avais pas compris bien la question, mais en fait,
Tout ça, c'est ce qu'on appelle de la lecture de course. Pour moi, le capteur de puissance, c'est un indicateur. C'est pas quelque chose que tu dois suivre comme à l'entraînement où on te dit tu fais 10 minutes à 300 watts, ensuite tu fais 5 minutes à 320, etc. Non, là, c'est vraiment juste un indicateur. Le plus important, c'est la course. Donc, qu'est-ce que c'est la lecture de course? La lecture de course, c'est savoir regarder ce qui nous entoure. Donc, ce qui nous entoure, c'est de savoir se dire, OK, on est dans un pack, à peu près combien on est? Est-ce qu'on est nous-mêmes la tête de course? Est-ce qu'il y a des gens encore à aller chercher devant? Est-ce qu'on est peu nombreux et du coup, il y a un peloton qui est derrière nous à combien de secondes? Donc, il faut savoir prendre des informations. Donc, on le fait par exemple au demi-tour. Moi, je regarde le chrono, je compte et puis je fais un x2 et je me dis, OK, on les a croisés il y a 10 secondes. Donc, on est à peu près, on a 20 secondes d'avance, on a 20 secondes de retard. Et les watts vont vraiment me permettre, dans un scénario idéal où tout le monde prend ses relais et que ça avance, de me dire, OK, ça roule, quand je dois prendre mon relais, je dois le prendre à peu près à ces watts-là, à quoi ça correspond? Et là, je me dis, OK, c'est vraiment facile, donc c'est top, ça avance bien et je suis facile. Ou au contraire, là, je dois mettre des gros watts pour passer mes relais. Est-ce que je vais réussir à mettre des relais pendant ces 20 km? Ou est-ce que je sais que je vais tenir que la moitié et après je vais sûrement sauter à la prochaine relance. Donc là, tu prends des décisions aussi. OK, j'ai passé 2-3 relais, mais à ces watts-là, si je continue, je vais sauter. Donc vaut mieux que j'arrête de passer mes relais, je me cache un petit peu, j'en repasserai à mi-parcours 1 ou 2 et puis j'en repasserai un petit peu à la fin, en espérant que l'avance se maintienne sur le groupe de derrière. Donc voilà, c'est une lecture de course, c'est des indicateurs qui nous servent à prendre des décisions. Et voilà, il faut que ce soit des décisions intelligentes. Tu peux très bien te dire non, je prends mes relais jusqu'à ce que je pète, mais en fait si tu pètes, ça servait à rien, t'as juste aidé les gens de devant et puis toi tu te retrouves tout seul derrière. Donc voilà, il faut être quand même un minimum intelligent et pas se dire je veux faire la meilleure moyenne de watts ou je veux montrer que moi aussi je suis fort dans le pack, quoi. Le but c'est d'aller jusqu'à la ligne d'arrivée. Dans les invités qu'on reçoit, c'est vrai qu'on parle quand même beaucoup plus de longue distance que de courte distance et pas tant que ça du Grand Prix. Tu nous parles de stratégie, de lecture de course. Comment ça se passe dans un pack en vélo? Est-ce que vous parlez? Est-ce que y a une stratégie? Ou est-ce que, encore une fois, c'est soit tu te sens bien, tu te sens fort, tu te mets devant, tu prends des relais, tu demandes aux autres de prendre les relais, et puis s'ils les prennent pas, soit tu restes devant, soit tu vas te cacher derrière, ou au contraire, justement, tu te caches derrière et puis t'essayes de faire le dos rond en espérant que personne te dise de passer devant. Comment ça se passe dans un pack quand il y a une course avec drafting et en l'occurrence un Grand Prix? Parce que on va pas petite précision aussi, dans un Grand Prix, c'est le Grand Prix des clubs, donc il y a des équipes de clubs, donc peut-être que à un moment tu dois aussi rouler pour ton leader, non? C'est quand même assez compliqué de répondre à cette question parce qu'il y a beaucoup de paramètres qui rentrent en jeu. Donc il y a des règles sur le Grand Prix. Les règles, donc comme tu l'as dit, c'est par équipe. Donc c'est des équipes de 5. Mais seuls les 3 premiers qui terminent l'épreuve classent pour le classement équipe. D'accord? Donc celui qui fait 4e de l'équipe, s'il fait 4e de la course ou dernier, c'est pareil en fait. Donc il y a des stratégies qui se mettent en place en sacrifiant 1 ou 2 éléments. Et tu as des stratégies qui se mettent en place. On a 5 mecs super forts, à vous de jouer et on prendra, en gros, le classement, on comptera les 3 meilleurs. Donc, dans un pack vélo, c'est assez compliqué. Il faut avoir une bonne lecture de course en se disant, OK, dans mon groupe, je suis dans le premier groupe, il y a 2 athlètes de mon club avec moi. Ça veut dire qu'on est 3. Le club rival, il en a que 2. Donc, c'est bon pour nous, c'est à nous de rouler. Voilà, il y a pas mal de paramètres à prendre en compte. C'est très très dur de prendre les bonnes décisions. Souvent on est aidé par nos managers sur le bord de la route qui nous disent rouler parce que les autres sont à 30 secondes derrière ou un tel cache-toi ou un tel sacrifie-toi pour ramener nos 2 ou 3 leaders qui sont dans la roue, qui prennent pas un relais et eux ils doivent courir vite quand ils seront revenus sur le peloton, quoi. Donc il y a beaucoup de scénarios différents. Tu me disais comment ça se passe dans un peloton. Ça parle, ça crie, des fois ça insulte en français, en anglais, parce que t'as des gens qui prennent des risques un peu inconsidérés sur des parcours un peu techniques. Donc franchement, t'es pas là pour te tuer. Voilà, c'est du sport. Donc voilà, il y en a qui sont un petit peu qui s'énervent un petit peu. Et puis voilà, t'as des alliances de circonstances qui se font. Un mec d'un club avec 2 autres gars d'un autre club qui ont des intérêts de rouler pour rejoindre l'avant, ou alors quand il y a une petite échappée, tout le monde est content d'être là et ils se disent les gars, on est 3, si on pose à 3, on fait un 2-3, quoi. Donc
allez, let's go, on y va, et pourtant on n'est pas de la même équipe. Donc voilà, t'as des intérêts individuels, des intérêts d'équipe, et puis la lecture de course est quand même assez compliquée, et il faut savoir prendre les bonnes décisions au bon moment. C'est très particulier. Il y a parfois quand même une assez grosse différence, je trouve, entre le monde du cyclisme et le monde du triathlon. On roule clairement pas de la même manière. Dans une course cycliste, dans un gros peloton, c'est courant d'avoir. Parfois, on a déjà vu des GoPro embarqués, tu sais, sur les vélos, où tu vois que c'est quand même assez tendu, quoi. Tu vois que c'est agressif, tu vois que normal, tu roules à du 40 à l'heure dans un peloton avec 50 vélos à gauche, à droite, devant, derrière. Le moindre petit écart, ça peut être dramatique. Et souvent, ça joue des coudes. Donc, moi, ça m'est déjà arrivé dans des pelotons en course à vélo de me faire pousser littéralement avec le mec qui met son bras sur moi et qui me pousse parce qu'il veut passer, quoi. Et qu'il n'y avait pas la place pour deux. Donc, c'est des choses qu'on retrouve dans le monde du vélo. Est-ce que dans un peloton de triathlètes pro, il y a ce genre de comportement aussi ? Non, franchement, je t'avoue que c'est beaucoup plus rare. D'une, parce qu'on n'est pas aussi à l'aise que sur le vélo. Ça, faut être assez humble pour se le dire. Mais il y a un autre paramètre qu'il faut prendre en compte, c'est que nous, c'est notre deuxième sport, enchaîné, et que tu passes d'un sport où tu es dans l'eau, à l'horizontale, où tu te mets le cardio à balle, à direct, tu te mets debout à courir sur la terre ferme, plus tu montes sur ton vélo. Donc, en termes de lucidité, tu vois, c'est le paramètre, la lucidité que je voulais mettre vraiment en avant, qui est pas la même que celle des coureurs cyclistes. Quand tu pars en vélo, certes, t'as la fatigue qui s'accumule, mais t'étais pas à l'horizontale, dans un milieu qui était pas naturel, puis tu te mets debout à la verticale sur du sol, etc. Donc, c'est quand même assez particulier, et je pense que on n'est pas aussi frais sur un vélo de triathlon que même à l'entraînement si je pars cet après-midi sur une sortie vélo, quoi. Vous fightez pas trop non plus sur le parcours vélo, vous pensez aux copains et ça puis, reste un peu plus cordial, quoi. Ouais, non, il y a quand même des athlètes qui jouent des coudes parce que voilà, il faut se replacer, on va dire avant la transition, la deuxième transition. Des fois, on est quand même des packs. Cette année, on était un pack de 65, il me semble, à Quiberon. Franchement, c'était très dangereux. Ça a un petit peu frotté. Heureusement, il n'y a pas eu de chute. Mais ouais, il y en a qui se replacent, on va dire, en faisant les fourmis, en grattant à droite, à gauche, en poussant un petit peu du coude. Mais ça reste quand même très minoritaire, hein. On n'est pas à l'aise de faire ça et on se dit que ça vaut pas le coup. Il nous reste la course à pied encore pour faire une différence. C'est pas comme le vélo où vraiment ça va jouer à une erreur de placement et on pourra plus jamais remonter, quoi. On a fait un épisode qui s'intitulait Les triathlètes savent pas nager. Les cyclistes ont tendance à dire que les triathlètes ne savent pas rouler. Tu confirmes un petit peu ça ou pas ? Non, je confirme pas. Moi, ce que je vois avec les cyclistes, c'est que eux, ils se prennent 3 boîtes par an sur des courses vélo, ils se cassent la clavicule et ils peuvent remonter sur leur home trainer à continuer à s'entraîner. Nous, tu te pètes la clavicule, déjà tu nages plus. Et on connaît tous l'aptitude du triathlète dans l'eau. C'est pas naturel. On va dire 90% des triathlètes ne sont pas des très bons nageurs. Donc tu as besoin de nager et tu peux pas te permettre de rester 2 mois en dehors des bassins. Donc il faut prendre compte aussi que on n'a pas envie. Le jeu n'en vaut pas la chandelle, quoi. C'est pas un risque à prendre. Franchement, moi on m'a proposé plusieurs fois de faire des courses vélo, ok pour un contre-la-montre, mais franchement aller frotter avec des cyclistes qui eux prennent des risques, voilà, c'est soit toi soit moi, en fait ce sera forcément moi parce que j'ai pas envie de prendre le risque en fait. Je comprends, mais c'est vrai aussi pour bon après là ça dépend parce qu'encore une fois même dans les triathlètes il y a les triathlètes courte distance et les triathlètes longue distance, mais je pense qu'il y a quand même aussi la plupart des triathlètes amateurs roulent assez peu en peloton finalement. Et il y a beaucoup de gens même qui sont limite mis au vélo via le triathlon et qui en fait ont pas forcément ces... Et je pense que c'est pour ça que certains cyclistes ont tendance à dire ouais mais les triathlètes ils savent pas rouler parce qu'ils n'ont pas l'habitude de rouler en peloton, si ce n'est quelques triathlètes élites et encore c'est pas non plus la même, c'est un peu deux salles deux ambiances quoi.
Mais je pense que c'est pour ça qu'ils ont tendance à dire ouais, les triathlètes savent pas rouler. Moi, j'ai connu des triathlètes qui étaient très très bons, mais qui n'étaient pas du tout à l'aise dans des descentes de col ou dans un peloton où ça roule un peu fort, quoi. J'ai 2 exemples à te donner. Déjà, le premier, c'est que les gars sont en vélo de contre-la-montre. Donc, les mecs qui font du long, ils ont l'habitude de rouler tout seuls. Donc, les mecs, c'est la tête dans le guidon et ils ont. Ah ouais, bien sûr. Et souvent, c'est pas des parcours techniques, c'est des parcours roulants ou aller un petit peu montagneux, mais c'est pas c'est pas sur une descente de col où tu vas perdre 1 ou 2 secondes qui va être fatale sur un trino drafting, tu vois. Donc c'est pas quelque chose qu'ils doivent travailler, donc forcément ils développent pas une technicité sur le vélo qui est folle. C'est pas la même sur le court distance puisque nous on a des courses en peloton, donc il faut être habile. On a des parcours techniques, donc il faut savoir bien relancer, prendre un virage avec de la vitesse, savoir réussir à sortir de ce virage en conservant un maximum de la vitesse avec laquelle on l'a pris. Et le deuxième point, c'est que la majorité des triathlètes longue distance, ils ont un métier à côté et souvent, eux, leur entraînement, c'est du Zwift. Donc les mecs se mettent sur le home trainer. Techniquement, je vais pas dire c'est une catastrophe, mais ça bouge pas. En fait, ils font juste du pédalage. Et je sais pas si tu te souviens, après le confinement, mais moi, après 2 mois de home trainer, la première sortie que je suis monté sur mon vélo, où j'ai fait du droite-gauche dans mon parking, j'étais pas à l'aise, hein. Franchement, j'étais pas à l'aise. Et pourtant, c'est mon job. J'avais roulé tous les jours, je crois, pendant le confinement. Donc, j'en avais des bornes. Mais voilà, la technicité, c'est quand même quelque chose. On n'est pas sur du moulinage de jambes, donc ça se travaille aussi. Donc toi, on l'aura bien compris, tu es pour l'instant un athlète de courte distance. La plus longue des distances sur laquelle tu t'es aligné, c'était quoi ? Alors moi, cet été, j'ai fait l'Iota. Donc je sais que vous avez reçu Sacha ici sur le podcast. Yes. D'ailleurs, Sacha Rosenthal. D'ailleurs, c'était une super découverte. Je connaissais pas Sacha et franchement, c'était top. Il avait présenté l'Iota. Bon, moi, je m'étais déjà inscrit, mais ça m'avait donné encore plus envie de la faire. Donc voilà, je représente pas l'Iota, mais c'est quand même une sacrée journée. 5 fois 1 km de natation et 8 km de course à pied, ça revient à 5 km de natation et quasiment un marathon. Donc voilà, on va dire que c'est mon épreuve la plus longue, même si c'est pas un triathlon. Il a fallu rester mobilisé pendant quasiment 5 heures, quoi. Bon, du coup, quels sont tes plans à court, moyen, long terme ? Est-ce que tu vas monter sur du plus long ? Ouais, écoute, là on est sur une fin de saison. Je m'y suis pris un petit peu tard. Je voulais faire mes premiers pas sur Half Ironman au Challenge Mallorca, mais malheureusement, voilà, quand tu t'y prends à 10 jours de la course, il y a plus de place en pro. Et puis voilà, moi je voulais courir en pro parce que je voulais être dans la dynamique. Dans la dynamique pro et à la place finalement je vais faire un swimrun à Cannes, donc voilà, je vais quand même tester encore aux longues distances. Malheureusement il n'y aura pas de vélo, mais ouais, ça va être entre 4h30 et 5h d'effort, j'imagine. C'est quoi ton truc à toi entre les 3 disciplines? C'est quoi? Il y en a une où tu es quand même un peu plus à l'aise? Alors moi de base je viens de la natation. Quand j'ai commencé le triathlon, je nageais à peu près 3 fois par semaine, donc c'est pas suffisant pour être le cas quand même, hein. C'est pas suffisant pour être un bon nageur. Moi j'étais vraiment pas un bon nageur, hein. Moi j'étais un des pires de mon club, mais en fait en venant mais t'étais dans un club, tu vois. Ouais, j'étais le fait d'être dans un club, t'étais déjà dans les 5% ou les 1% des meilleurs nageurs, tu vois ce que je veux dire. Ouais, exactement, mais tu vois, quand tu dis tiens, je viens de la natation, on s'attend que tu sortes tout le temps devant de l'eau. Et en fait, moi, j'ai progressé en faisant du triathlon parce que j'avais pas trop cet esprit de compétition quand je faisais natation. J'y allais 3 fois par semaine le soir au collège-lycée pour voir les copains. Et puis, j'étais pas du tout sérieux, hein. Moi, je me cachais derrière le mur pour en faire le moins possible. Enfin voilà, j'avais pas du tout cet esprit compétition. Et je l'ai adopté, voilà, en m'inscrivant au triathlon et j'ai pris passion du sport et je me suis dit il faut que je progresse en natation, et j'ai beaucoup progressé en natation. Après moi je pense que je suis homogène dans les 3 sports parce que je délaisse aucun des sports. Quand il y en a un qui on va dire un petit peu en retrait pendant un moment, c'était plus le vélo parce que j'avais quand même assez de facilité à bien courir, et du coup je m'entraînais un petit peu moins en vélo. Je me suis dit non, mais c'est pas possible, je peux pas me permettre d'avoir une lacune. Donc là je dirais que mes niveaux dans les 3 disciplines sont plus ou moins équivalents. Je suis le meilleur nulle part, mais je suis pas mauvais partout.
Voilà. Et une semaine d'entraînement pour Jérémy, ça représente quoi? Toi qui es maintenant 100% sur le triathlon, donc tu penses, tu manges, tu dors, tu t'entraînes triathlon, ça représente quoi? Tout dépend de la période. On va dire que en ce moment là, donc on est septembre-octobre, on est plus sur fin de saison et puis période entre les compétitions. Donc on va être plutôt sur une vingtaine d'heures d'entraînement, donc 20 heures montre en main, on est d'accord. Et ensuite voilà, tous les à côté. Dès que je vais pouvoir me reposer, je vais travailler un petit peu sur l'ordi, etc. Et sinon pendant l'hiver, on monte souvent entre 25 et 30 heures. Avec des grosses séances. Tout ça c'est pour du courte distance. Je pense que si je faisais du longue distance, ce serait plus ou moins les mêmes volumes. Je monterais pas à 40 ou 50 heures, peut-être en stage. Mais sinon, une routine comme ça fait déjà des semaines bien chargées. 50 heures, tu connais des gens qui sont à 50 heures par semaine, toi? Ouais, je connais des gars, quand ils partent en stage, ils font entre 45 et 50 heures, c'est complètement dingue, mais ils le font. Parce que j'avais entendu 45, je sais plus, je me demande si c'était pas Julie Molo qui m'avait dit ça, ou peut-être que je confonds avec quelqu'un d'autre. Mais bref, en tout cas 45, ça j'avais déjà entendu, mais 50, c'est vrai que c'est costaud. Bon, à moins que tu aies vraiment dans de l'ultra, mais sinon c'est vrai que c'est beaucoup quand même. Ah, crois-moi, j'en connais. J'ai pas de nom là, mais je sais que j'avais halluciné ces dernières années en voyant ce que les gens partagent comme chiffres. Je me suis dit, mais les gars sont fous. Mais voilà, il y en a qui privilégient le volume. Il y en a qui sont accros à la data en fin de semaine. Combien j'ai fait de bornes, je veux toujours faire plus que la semaine d'avant. ou en heures, etc. Et en fait, les mecs, c'est du défi au quotidien. C'est combien je vais pouvoir. Merci Strava, quoi. Ouais, c'est un petit peu ça. On a vu ça pendant le confinement. T'as des gars, ils disaient, est-ce que je peux faire 1000 bornes en une semaine à pied sur mon tapis ou non, pas 1000 bornes, pardon. 1000 bornes, c'était en vélo. Mais je sais plus combien les gars ils faisaient sur tapis aussi, mais c'était hallucinant. 1000 bornes en vélo sur home trainer, faut le faire quand même. Oui, il faut avoir envie. Et tu nous disais que déjà quand tu es rentré à Poissy, tu étais encadré, tu étais guidé par le coach du club. Est-ce que ça a toujours été le cas ou est-ce que tu as fait appel à des prestataires externes pour t'accompagner ? Moi, comme je te disais, je vivais sur Poissy depuis mon enfance. Donc, quand j'ai rejoint le club, j'ai naturellement été entraîné par les coachs du Poissy Triathlon, qui ont fait un très bon boulot. Ensuite, j'ai décidé d'emménager dans le sud, à Montpellier. Et de ce cas-là, je pouvais plus m'entraîner sur place avec le coach et on souhaitait pas continuer à distance parce que c'était trop compliqué. Donc je me suis trouvé un coach sur place à Montpellier qui était un coach privé. Et actuellement, là, je suis toujours à Montpellier, mais j'ai un coach à distance qui est à Toulouse. Mais avec mon expérience de l'entraînement, ça se passe très bien, puisque de toute façon, je fais ma meilleure année sportive, donc les résultats sont là, ça marche bien. Bon, donc on va te souhaiter une bonne année encore à venir, et puis surtout si tu commences à monter sur du long, tu seras un vrai triathlète. Non, évidemment, je blague. Tu nous as glissé tout à l'heure que tu avais lancé une activité en lien avec le triathlon. Elle consiste en quoi, cette activité ? Comme on peut le voir, l'offre sur le marché du coaching, elle est très répandue. Il y a beaucoup de coachs, il y a beaucoup de gens qui te font des plans d'entraînement. Tu as même des plateformes en ligne qui te proposent des plans un petit peu automatisés. Moi, ce que je vois, c'est que il y a très peu d'athlètes, on va dire pro, élite, qui partagent, on va dire, leurs bonnes pratiques, qui partagent leurs astuces. J'avais déjà commencé il y a 2-3 ans à le faire sur YouTube de manière tout à fait gratuite parce que je m'ennuyais, post-confinement, etc. Je me suis dit autant partager. Et puis je me suis dit mais attends, en fait je le fais avec mes amis, avec mon entourage, dans l'équipe où je suis, c'est pareil. Je fais un petit peu comme des briefings de course où je regarde les spécificités des courses avec les gars de mon équipe et je leur dis ok, moi là j'aurais fait comme ci, j'aurais fait comme ça. Pareil, on parle logistique, organisation, déplacement, stratégie, choix du matériel, tout ça. Et puis je leur donne plein d'astuces sur tous mes process et toutes mes bonnes pratiques. Et en fait, je me suis dit mais pourquoi ne pas le partager à un plus grand nombre de personnes. Il y a des athlètes que je connais pas et qui seraient ravis d'avoir une aide, d'avoir un accompagnement pour leur objectif. T'as des gens pendant 1 an, 2 ans, ils se préparent pour aller en brun et les gars ils se disent en fait moi ça fait 2 ans que je me prépare, je veux pas me louper, je veux mettre toutes les chances de mon côté. J'aimerais bien avoir quelques astuces ou un petit accompagnement pour être sûr de pas me louper, arriver comme on disait tout à l'heure sur la ligne de départ,
waouh, je suis confiant, j'ai tout bien fait et il manque rien. Maintenant, il y a plus qu'à appliquer ce que j'ai fait à l'entraînement et à rester motivé, content d'être là et à kiffer la journée, quoi. Donc tu proposes un service complémentaire au coaching, plus pour du partage d'expérience, voire de l'analyse de la stratégie qui pourrait être mise en place pendant les compétitions. Exactement, ouais. Je propose vraiment un service complémentaire. Voilà, moi je m'oppose pas du tout en coach. Je me prends pas non plus pour un coach. T'as pas mal d'athlètes, voilà, qui vont passer une certification, qui vont se dire bah voilà, moi j'ai une carrière d'athlète, donc je saurais coacher. Je pense que c'est deux choses différentes. Je parle pour être un très bon coach. Je pense que pour coacher comme ça, il y a pas de souci. Mais voilà, moi je fais de la performance en tant qu'athlète et j'accompagne pour des gens qui souhaitent faire de la performance, quel que soit leur niveau de performance. Donc voilà, si on me demande un plan d'entraînement détaillé, etc., ou un suivi nutritionnel, bah, je les dirigerai vers un professionnel de ce domaine-là, un nutritionniste, un entraîneur diplômé. Mais moi, je suis sur tout ce qui est la partie complémentaire, à savoir tous les conseils, les à côté, les bonnes pratiques, tout ce qui est la gestion d'un déplacement, ton organisation, comment tu t'échauffes avant la course. Enfin, souvent, je vois des gens s'échauffer et je me dis, mais qu'est-ce qu'ils font ? Ils sont en train de niquer des mois de préparation, là, 30 minutes avant leur course. Et les gars, après, comprennent pas pourquoi. Donc, voilà, c'est cette expérience que je veux mettre au service un petit peu de tout le monde. Et attends, ils font ça comment, les quoi ? Bah, typiquement, pour pas citer d'exemple, sur Grand Prix, je vois l'échauffement des filles, moi je les regarde puisque des fois on court avant les filles. Donc ensuite tu termines ta course, puis tu vois les filles qui s'échauffent pendant 30-40 minutes à pied et qui te font des lignes à 24 à l'heure et tout. Et tu dis mais dans quel monde t'as besoin de t'infliger tout ça alors que tu pars en natation, tu cours même pas sur la plage puisque c'est un départ ponton. Et donc en fait elles ont fait monter le cardio, mais du haut du corps elles sont pas bien échauffées. Elles se mettent peut-être un petit peu de lactique dans les jambes parce que quand tu fais des lignes en 2,50 alors que ton allure de course est 3,30, voilà, c'est quand même pas génial. Déjà ça, et puis donc comment bousiller ton entraînement en l'échauffement, en 20 minutes d'échauffement ? Ouais, voilà. C'est ça, Ouais, c'est ça. Et puis après, voilà, tout à l'heure je te parlais de nutritionnisme, mais je te dis, si la personne elle s'entraîne 40 minutes à pied, elle a stressé, la course elle est peut-être l'après-midi, elle a mangé à 11h, il est 17h, bah en fait, pourquoi tu prends pas soit un gel, etc. avant le départ ? Parce que en fait, tu t'es déjà dépensé. Faut pas penser que voilà, la course commence et tes dépenses glucidiques elles commencent au coup de sifflet. T'as fait 40 minutes à pied, t'as couru comme un déglingo en faisant des lignes à 22 à l'heure ou je sais pas combien. Ensuite, t'es allé dans l'eau, t'as fait 2 starts et je sais pas quel échauffement tu fais. Et en fait, peut-être que t'as déjà consommé des glucides, donc tu seras pas à ton top énergétique. En termes de fatigue, t'as créé une pré-fatigue sur les jambes et peut-être fait monter le cœur un peu trop avant la course. Donc, ouais, c'est pas génial. Moi, j'ai des habitudes pour moi. Après, j'impose pas ça aux gens quand je les conseille. Moi, je les oriente plutôt vers des bonnes pratiques et du bon sens aussi. Et donc ça, c'est ton activité consultrice, c'est ça ? Exactement, ouais. Bah, je viens de lancer ça il y a à peu près 1 mois. Donc voilà, je propose ça. J'ai 2 offres, on va dire, classiques où j'aide les gens à préparer leur objectif, voilà, leur course. Donc là, on est un peu sur la fin de saison, donc je vais pas dire mauvais timing parce que je voulais le lancer, mais là on est un petit peu sur la fin. Et sinon c'est plutôt voilà, j'ai appelé ça quartier libre. C'est plutôt voilà, donner des conseils sur un sujet qui t'intéresse. Par exemple, si tu me dis que voilà, t'arrives vraiment pas à progresser en natation et tu vas me demander qu'est-ce que tu pourrais faire, bah moi je vais te conseiller par rapport à ce qui a marché sur moi. Et ce qui a marché aussi sur des débutants que j'ai vu progresser. Sur ton Instagram, tu mets que tu es aussi consultant IT. C'est quelque chose que tu fais aujourd'hui à côté de ta vie de triathlète. Ouais, exactement. Bah, comme je te disais, moi, quand j'ai commencé le triathlon, j'étais en terminale, donc j'ai fait mon école d'ingénieur, on va dire, sur mes années de découverte du triathlon. J'ai travaillé direct derrière pendant 4 ans dans une grosse entreprise, je vais pas la citer. Et ensuite, voilà, j'ai souhaité faire que du triathlon pendant, je crois,
c'était 2 ans. Ensuite, il y a eu le Covid. Et à partir du Covid, j'ai senti que j'avais un besoin de remettre un pied dans le monde du travail parce que ça faisait longtemps. Donc là, je me suis mis en auto-entrepreneur. J'ai un client, là, on est sur une fin de mission. Donc voilà, là, je travaille de moins en moins pour ce client. Donc c'est pour ça que je me suis permis de lancer Consulterie. Mais ouais, on va dire, j'ai plusieurs casquettes au quotidien. Mais donc, si jamais il y a un de nos auditeurs qui cherche un consultant IT, il peut te contacter, c'est ça? Écoute, pourquoi pas. Après, voilà, moi j'ai mes conditions aussi. Il faut que je travaille en distanciel, en full remote, donc parce que sinon c'est pas compatible avec ma vie de triathlon. Mais écoute, avec le client que j'ai actuellement, ça va bientôt faire 2 ans. Là, on est sur une fin de mission, donc ça se termine. Mais écoute, ça s'est pas trop mal passé pendant les 2 ans, donc voilà, si jamais. Ok, très bien. Voilà, le message est envoyé. Pour terminer, avant de te poser la question qu'on pose à nos invités en fin d'épisode, tu te vois où dans 5 ans au niveau du triathlon? Alors évidemment, tu seras monté au moins sur Alpha, voire sur Ironman, mais là, tu fais du triathlon ton activité principale à 100%. Tu te vois où dans 5 ans? Très bonne question. Moi, je prends la vie un petit peu au jour le jour. Tu vois, j'ai des gens quand j'ai eu mes 30 ans qui m'ont dit voilà, t'as 30 ans, je pense que c'est la fin de ta carrière triathlétique, tu ferais bien de reprendre un poste classique au boulot et faire du tri ton hobby maintenant. Et puis au final, j'ai eu 30. Le bon vieux entre guillemets vrai boulot, c'est ça? Ouais, non, c'est des personnes de mon entourage desquelles je me suis un petit peu séparé, puisque au final, voilà, moi je fais ce que j'ai envie de faire. Et je suis très content puisque cette année j'ai eu 32 ans et j'ai fait ma meilleure saison de triathlon. Je pense pouvoir encore faire mieux puisque j'ai pas réussi à mettre en place tout ce que je voulais mettre en place à l'entraînement. Donc voilà, moi je pense avoir encore de la marge. Est-ce que j'aurai de la marge dans 1 an, dans 2 ans, dans 5 ans, dans 10 ans? Je sais pas. Donc dans tous les cas, j'aime trop le triathlon pour arrêter. Donc je serai toujours au contact du triathlon, que ce soit en tant qu'athlète, via Consulterie ou même en tant qu'athlète amateur, en découverte sur le longue distance. Donc je m'interdis rien, je suis curieux. Voilà, je vais sur un format swimrun là pour découvrir ce week-end. Donc écoute, j'espère que vous allez juste me souhaiter une bonne santé. Et puis s'il y a la santé, on va toujours pratiquer. On te la souhaite. Merci. Et puis toi qui es un auditeur fidèle du podcast, tu as dû entendre sur ces ondes Georges Belaubre, le papa de Fred Belaubre. À 80 ans, il est toujours champion de France dans sa catégorie sur du sprint. Mais voilà, t'as encore une bonne 50aine d'années pour pouvoir t'exprimer dans le triathlon si tu veux y rester. Ah ouais, c'est clair. Et puis Georges, voilà, moi quand j'étais à Poissy, je me suis entraîné un petit peu avec lui. J'ai fait 1 ou 2 sorties et je peux vous dire qu'en vélo, il écrase. Vaut mieux être en forme pour le tenir. Donc voilà, même à 80 ans, il fait pas rigoler. Super. Jérémy, tu le sais, notre dernière question, elle est là aussi pour notre invité. On lui demande, le podcast s'appelant Devenir triathlète, quelle est selon toi la meilleure façon de devenir triathlète? Déjà, c'est de se lancer. Pourquoi pas s'inscrire à une compétition, à son premier triathlon pour se fixer un petit peu un objectif, une deadline et s'obliger, on va dire, à enclencher le processus. Et puis après, voilà, kiffer, partager avec les gens des sorties, des entraînements, que ce soit un entraînement piscine, une sortie vélo entre amis, ou un petit footing avec les collègues. Voilà. Tout ce qu'il faut pour apprendre auprès des autres et se donner envie d'y retourner. La petite étape, voilà, c'est de passer dans un club. Je pense que c'est la meilleure façon de se créer, on va dire, un petit groupe d'amis qui va tous ensemble vers le même objectif, à savoir la compétition commune de fin de saison ou d'avant-été. Pour terminer, où est-ce qu'on te retrouve si on veut rester en contact avec toi et si on veut suivre tes aventures dans le triathlon? Si vous voulez suivre mes aventures dans le triathlon, vous pouvez me suivre sur les réseaux, c'est Quindostri, donc Quindos comme mon nom et Tri, TRI. Et puis si vous voulez me suivre pour avoir des conseils, des astuces, voilà, j'en donne gratuitement sur les réseaux, c'est Consulterie, donc comme consultant et Tri à la fin, mais avec un Q au début pour rappeler mon nom de famille. Super, t'as juste mis QON pour Consulterie et t'as pas mis QUON, mais bon, on comprendra bien le sens. Voilà. Écoute Jérémy, bonne continuation, bon swimrun à Cannes. J'aurais dû en être, mais malheureusement j'ai dû faire l'impasse cette année. Tu feras un petit coucou à Hugo Tormento de notre part qui y sera aussi, et puis on suivra ça avec attention et on suivra aussi les résultats des prochains Grands Prix l'année prochaine pour savoir où est-ce que t'en es. C'est gentil, merci.
Ciao, à bientôt. Super, merci à toi Jérémy et à vous, on se retrouve la semaine prochaine. Salut Armano, ciao. Merci, à bientôt. Ciao. Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. N'oubliez pas de rejoindre notre groupe Facebook pour discuter avec les invités, commenter et poser vos questions. Et Olivier et moi, nous vous répondrons dans un prochain épisode. À la semaine prochaine. Salut les sportifs.